Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ping. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir Pascal Desmurger. Bonjour Pascal. Bonjour Grégory. Pascal, vous dirigez la Maïf depuis 2009, Ouais, c'est ça. Donc ça fait une petite période. Ouais, ça commence. Et vous avez pas mal pris la parole sur l'urgence du temps long. Ça veut dire quoi l'urgence du temps long ? Ah, l'urgence du temps long, alors c'est une forme d'oxymore. Hein. D'abord, c'est le titre d'un rapport que j'ai rendu, que j'ai écrit là au mois de janvier dernier à la Fondation Jean Jaurès. Et l'idée de l'urgence du temps long, c'est de se dire, au fond, l'essentiel, c'est quand même la préservation du long terme. Et aujourd'hui, cette préservation du long terme, et notamment, bien sûr, du sujet climatique, ça devient quelque chose d'extrêmement urgent. Or, les acteurs, et notamment les acteurs économiques, et les entreprises en particulier, sont quand même très généralement tournés vers des préoccupations de court terme. Donc l'idée, c'est de lancer un peu un cri d'alarme, parmi beaucoup d'autres, bien sûr, en disant, mais non, l'urgence, aujourd'hui, c'est le temps long. C'est plus les comptes trimestriels à venir, c'est plus le dividende de l'année, c'est vraiment la contribution à la préservation du monde dans lequel on vit, en fait. Et moi, j'ai cette conviction que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans les crises qui sont face à nous, voire les crises dans lesquelles on est déjà petit peu. On commence à être. Je pense que les gens réalisent pas non plus forcément que, en fait, on rentre dans une période où il y aura de plus en plus de crises et ça va être de plus en plus compliqué. Selon vous, c'est quoi le rôle des entreprises dans cette situation ? Alors, c'est Edgar Morin qui utilise cette expression de polycrise. Alors, conviction partagée sur le rôle de l'entreprise. Évidemment, tout le monde a un rôle, chaque acte compte, mais ce sont les entreprises qui ont les leviers les plus puissants pour faire bouger les choses. Et par ailleurs, je pense que les entreprises, de toute façon, demain, n'auront pas d'autre choix que de s'engager notamment sur ces sujets climatiques et sur les sujets sociaux également. Pourquoi pas d'autre choix ? Parce qu'il y a une pression sociale qui s'exerce, il y a une attente. Il y a une attente de la part des consommateurs, de plus en plus, même si ça ne se traduit pas encore aujourd'hui beaucoup concrètement dans les gestes de consommation, mais demain ce sera le cas. On aura de plus en plus d'outils d'évaluation sur le comportement des entreprises et les consommateurs y seront de plus en plus sensibles. Il y a une attente de la part des salariés ou des futurs salariés. Aujourd'hui, recruter, fidéliser des talents dans une entreprise qui ne se comporte pas bien, on va dire. C'est compliqué. Les gens ont besoin de sens, ont besoin de se sentir contribuer à quelque chose. Et puis, ça commence même à devenir une attente des investisseurs. Donc, c'est dire. C'est pour dire. C'est ça. Donc, je pense que les entreprises n'auront pas le choix, et tant mieux, parce que c'est elles qui détiennent beaucoup de clés, en réalité. C'est elles, évidemment, qui ont assez largement contribué à ce qu'on soit dans cette situation. Et c'est elles qui disposent d'énormément de clés pour sortir de cette situation. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très empouvoirant pour les salariés ou pour les patrons de société, en se disant, parce qu'on peut faire face à ces multicrises et en se disant, qu'est-ce que je peux faire ? Et puis il y a une dilution de responsabilité finalement. Moi, dans ce lot, ce que je fais, ça change rien. Et finalement, je trouve que se dire que les entreprises ont un rôle majeur à jouer, c'est plutôt que de vouloir quitter l'entreprise. Qu'on peut se dire aussi, je suis plus aligné avec les valeurs dans l'entreprise, donc je la quitte pour avoir une vie plus responsable à mon niveau. Mais finalement, dans ce que vous dites, et je partage vraiment cette conviction, c'est de se dire, si je transforme l'entreprise de l'intérieur, et bon, ça vient nécessairement des leaders, pas forcément, mais disons que ça aide quand même énormément. Et en fait, je peux avoir un rôle vraiment majeur sur la société. Et c'est un message qu'on n'entend pas si souvent, finalement, de se dire que les entreprises peuvent, et moi je le crois, être la clé de voûte des problématiques face à nous. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça place
Alors, prioritairement les dirigeants, mais aussi l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, finalement, face à une responsabilité qui est nouvelle. Pas seulement la responsabilité, moi je crois qu'en tant que dirigeant, on n'a pas seulement la responsabilité du bon fonctionnement, de la rentabilité, de la pérennité de son entreprise. On l'a bien sûr, mais on a une autre responsabilité qui est beaucoup plus large, qui est celle de son impact. Ça, c'est tout à fait clair dans mon esprit. Après, la difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que l'engagement des entreprises soit exclusivement tributaire de la volonté, de la sensibilité, du niveau de préoccupation des dirigeants. Parce que autrement, dans quelques décennies, on en sera encore là. Et il faut vraiment que massivement les entreprises s'engagent. Et pour qu'elles s'engagent massivement, on ne peut pas compter que sur la bonne volonté des dirigeants ou leur sensibilité au sujet. Je pense qu'il faut aller au-delà et il faut, au fond, que les entreprises aient intérêt à le faire. Et c'est là que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer en créant les conditions, en prenant les décisions qui permettent d'aligner au fond les intérêts de l'entreprise sur les intérêts de la planète. Et il y a tout un tas de choses à faire. C'est précisément l'objet de ce rapport l'urgence du temps long dont on parlait au début. En fait, ce que vous dites, quand vous dites qu'ils n'auront pas le choix, ça me fait penser beaucoup aux discussions qu'on avait il y a peut-être 15 ans sur le digital, où il y avait un certain nombre d'experts qui disaient mais de toute façon, la transition digitale, vous n'aurez pas le choix. Et en même temps, on voyait les entreprises qui repoussaient, qui prenaient ça un peu de haut finalement. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le choix, donc ils ont couru après. Et en général, ça fait pas mal de désastres dans les entreprises parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour faire pas grand-chose en général. Et là, ce que vous dites, c'est la même chose, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de repousser, de se dire, d'essayer d'éviter, de trouver on est très fort en France pour essayer de trouver des manières, des manigances pour essayer d'échapper, pour sortir des mailles du filet. Et là, ce que vous dites, c'est que plutôt que d'essayer de sortir des mailles du filet, il vaut mieux plonger. Moi, souvent, l'exemple que je prends, c'est celui de la vague. C'est-à-dire qu'on voit une vague arriver, on peut se dire qu'on va apprendre à nager une fois qu'on sera dans l'eau ou qu'on va réussir à retenir la vague avec ses bras, mais en général, ça marche pas très bien. Donc, vaut mieux apprendre à nager avant d'être dans l'eau. C'est toujours ça. Et c'est ça que vous dites aussi. Moi, j'aime bien cette comparaison entre la rupture digitale et ce qu'on pourrait appeler, au fond, la révolution de l'impact. C'est-à-dire la recherche d'un impact positif par les entreprises. Et je pense que la comparaison est pertinente sur deux plans. D'abord, sur l'ampleur de la vague. Pour moi, la révolution de l'impact, pour les entreprises, va être d'une ampleur au moins aussi importante que ne l'est encore la révolution digitale. Et Dieu sait que la révolution digitale a complètement bouleversé les business models, les manières de faire d'énormément de secteurs, et quasiment en réalité de toutes les entreprises. Et je pense que la révolution de l'impact va changer encore plus les manières de faire des entreprises, les chaînes de valeur, dans l'ensemble des secteurs. Donc c'est juste pour prendre une mesure de ce qui nous attend, parce que ça c'est encore largement devant nous. Et puis l'autre comparaison, c'est celle que vous donniez, quelle est la réaction pertinente de l'entreprise face à cette vague annoncée. Et on sait qu'elle va déferler. Alors on peut en effet faire semblant de ne pas la voir et l'ignorer jusqu'à être balayé par elle, ou au contraire s'y préparer. Moi je pense qu'un dirigeant d'entreprise aujourd'hui qui ne considère pas la question de l'impact de son entreprise, et encore une fois, aussi bien au plan environnemental qu'au plan social, est un dirigeant qui prend énormément de risques pour son entreprise, parce que il va se retrouver confronté aux pires problèmes demain, et à devoir traiter les sujets dans l'urgence, et il ne pourra plus le faire. Et parce qu'il y a ça aussi, on l'a vu d'ailleurs dans le digital, c'est qu'en fait, et c'est un peu contradictoire peut-être, mais ça demande du temps de pouvoir transformer une entreprise. Évidemment, ça ne se fait pas dans la seconde, surtout quand on a une grande structure. Et ça demande aussi un peu des moyens, du coup. Bien sûr. Donc, c'est un peu contradictoire dans le sens où ça demande une forme de croissance financière, ou en tout cas d'assises financières pour pouvoir transiter, ou en tout cas se transformer. Je ne sais pas si on peut parler de transition, il n'y a pas vraiment de transition, mais plutôt une transformation. Et ça peut sembler contradictoire, mais la question que j'avais derrière, c'est pour vous, c'est quoi le rôle des entreprises, du coup ? Qu'est-ce qu'elles doivent faire à minima
Parce qu'on a vu beaucoup, quand je parlais d'essayer de passer dans les mailles du filet, c'était peut-être avoir des discours. Il y a beaucoup de... On sait qu'on parle beaucoup de social washing, de greenwashing. La RSE, dans beaucoup d'entreprises, ça a été beaucoup de la com, des discours, mais pas du faire concrètement. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter, on n'est pas dans des stratégies où on change complètement la manière de faire. On évite. Donc, pour vous, c'est quoi pas par quoi elles doivent commencer, on y viendra, mais c'est quoi le rôle des entreprises? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Si on compare précisément à une vision un peu traditionnelle, on va dire, de la RSE, la RSE a souvent été considérée par les entreprises comme étant quelque chose à côté, à part. Je conduis mon activité as usual, je fais mon business, etc. Et puis, je consacre une partie de mes résultats à des actions, alors tout à fait louables, d'ailleurs, au plan sociétal, environnemental ou autre. Je crée une fondation, je subventionne des associations, des ONG, que sais-je, et je fais des choses très, très jolies. Mais c'est à part, c'est à côté. Et finalement, l'impact est extrêmement limité. Le vrai sujet pour les entreprises, c'est de se transformer en profondeur et de faire en sorte que leur activité n'ait pas d'effet, de conséquences négatives, ni au plan social, ni au plan environnemental. Et au contraire, essayons de créer des externalités, pour prendre le terme que les économistes utilisent, des externalités positives. C'est ça le vrai sujet. Comment, dans l'ensemble de mon activité, dans mes chaînes de valeur, je peux faire en sorte que chaque activité de l'entreprise contribue positivement ou le moins négativement possible au sujet du changement climatique ou aux sujets sociaux. C'est là qu'il y aura une vraie contribution du monde de l'entreprise. Mais d'ailleurs, on utilise le mot société pas par hasard. Pour moi, une société, elle fait société quelque part. Donc, elle est censée participer au bien-être de la société dans son ensemble. Une question que j'avais, c'est qu'est-ce que vous pensez de la compensation carbone, qui est souvent une réponse, qui est sans doute la première réponse que les entreprises ont. Non, mais on compense. Oui, enfin c'est juste une non-réponse absolue. La compensation carbone, c'est d'une certaine manière, je me donne bonne conscience en compensant, je me donne bonne conscience de mes émissions carbone. Sauf que les émissions carbone, elles sont encore là. Et la compensation est presque pire que l'absence de compensation parce que, encore une fois, en me donnant bonne conscience, c'est comme si j'avais une espèce de droit à polluer complètement ouvert et illimité, ce qui évidemment ne correspond pas du tout aux limites planétaires. Et ça veut dire, en plus, que ça me donne, d'une certaine manière, un droit de consommer des ressources qui elles-mêmes de toute façon sont limitées et la compensation carbone ne change rien aux limitations des ressources que je vais consommer. Donc la compensation carbone pour moi est une non-réponse et d'une certaine manière c'est presque pire que le mal. C'est presque un problème en fait. Tout à fait. Et ça vaut aussi ce que vous disiez un petit peu sur quand on le sort à l'extérieur, c'est-à-dire non mais tout va bien parce qu'en fait je donne de l'argent à une fondation qui Oui. finalement de la même manière, on ne change pas sa manière de faire et donc du coup, c'est pas que ça renforce le problème, ça le continue. En tout cas, ça le perpétue et on règle absolument pas le problème. Oui, tout à fait. Il y a une question que je me pose, enfin il y en a plein, mais j'en posais une. Vous êtes considéré comme l'un des grands patrons qui a le premier fait ce mouvement-là. Ouais. Comment ça vous est venu? Qui vous a inspiré? Est-ce que c'est en lisant? Est-ce que c'est une personne qui vous a fait bouger? Vos enfants? Je sais pas. Comment ça vient? Alors clairement, mes enfants ont beaucoup contribué. Moi, j'ai 3 enfants qui maintenant sont grands, qui ont entre 17 et 24. Mais déjà, il y a une dizaine d'années, ils commençaient à avoir une conscience assez forte sur ces sujets-là. Et donc, d'abord, ils m'ont fait prendre conscience moi-même. De ces préoccupations notamment écologiques. Évidemment, ils m'ont conduit à changer mon regard sur ce que je faisais et sur ce que je construisais. Quand on a des enfants, on construit aussi l'avenir pour eux. Et me rendant compte que je contribuais à bâtir un monde dans lequel ils ne se retrouvaient pas,
qu'il ne souhaitait pas, du coup, mon action perdait complètement son sens. Hein, et forcément, on s'interroge sur mais quel monde dois-je contribuer à construire? Donc oui, mes enfants ont eu un rôle majeur. Et puis, au fond, les sujets écologiques, pour moi, on a vécu pendant des décennies, alors surtout les personnes de ma génération, on a vécu pendant des décennies dans une forme d'ignorance de bonne foi, des conséquences de ce que l'on faisait sur la planète. Alors, on peut toujours réécrire en disant que, mais on sait depuis 74, etc. Oui, sauf qu'on n'en avait pas conscience et franchement, pas de mauvaise foi. En revanche, à partir du jour où on prend conscience de l'impact de son action sur l'environnement, où on prend conscience de la gravité des sujets écologiques, environnementaux, de la gravité du changement climatique, de ce qui nous attend. À partir de ce jour-là, on n'a plus le droit de faire semblant. On n'a plus le droit de faire comme si on ne savait pas et de continuer à agir comme avant. Enfin, la moindre des choses, la moindre des responsabilités que l'on a, c'est bien, une fois que l'on est conscient, d'agir en conséquence. Donc, à partir du moment où y compris mes enfants, mais aussi, bien sûr, l'ensemble de l'environnement, les lectures que j'ai pu avoir, les rencontres que j'ai pu faire, m'ont fait prendre conscience que, oui, le sujet est grave, d'importance, devient urgent, et que, oui, on peut avoir un impact, chacun à son niveau, mais que chacun peut avoir un impact, on ne peut plus fuir ses responsabilités. Et en même temps, il y a un certain nombre de personnes qui vont vous répondre. D'abord, ils ont un problème pour leur propre carrière, même quand on a un grand patron, on peut se faire virer, évidemment. Et puis, il y a la gestion des stakeholders, et puis parfois, alors c'est pas le cas pour la Maïf, mais des shareholders, donc des actionnaires. Comment pour vous, on gère ce genre de situation? Parce qu'effectivement, c'est pas nécessairement simple. Si vous avez des personnes au-dessus de vous ou à côté qui cherchent du profit toujours, c'est pas forcément facile de gérer cette situation. Alors, je pense que tout le sujet dans ce qu'on disait au début, c'est-à-dire il faut essayer d'embarquer le plus possible et le plus rapidement possible, le plus possible d'entreprises dans cette voie-là. Ça passe clairement par un alignement entre l'engagement de l'entreprise et sa performance. Et pour moi, l'engagement de l'entreprise peut nourrir sa performance. Si l'engagement de l'entreprise est vécu comme une contrainte supplémentaire, une source de coûts supplémentaire et finalement une diminution de sa performance, alors on ne va pas avancer. Et tout le sujet, c'est de construire des business models dans lesquels la performance, l'engagement nourrit la performance. Moi, je crois fondamentalement que c'est le cas. Si vous prenez une marque comme la Maïf, aujourd'hui, c'est une marque reconnue précisément pour son engagement. C'est une marque qui est extrêmement attractive du fait de cet engagement. Lorsque ça vaut au plan écologique comme ça vaut sur l'ensemble des sujets. Lorsque, au moment par exemple de l'apparition de la crise du Covid, on se souvient, le confinement en mars 2020, les voitures cessent de circuler par hypothèse, chacun est confiné à domicile. Et donc, en tant qu'assureur, notamment assureur automobile, forcément, on se pose la question, quelle est la légitimité pour nous de conserver des primes d'assurance alors qu'en face, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'accident, il n'y a plus de risque à assurer. Et donc, on a pris la décision très rapidement, dès le mois de mars 2020, de rembourser nos sociétaires du montant de leur prime d'assurance automobile correspondant à la période du confinement. Ça n'a rien à voir avec l'écologie, c'est juste le sens de la responsabilité de l'entreprise au-delà d'elle-même, dans la société, faire société, comme vous disiez tout à l'heure. Clairement, quand on prend une décision de cette nature, évidemment, il y a un coût à court terme, en l'occurrence qui est assez considérable, mais il y a sur le long terme, en réalité, un véritable bénéfice, parce que les gens sont bien conscients de ce qu'a fait la marque, ça crée une relation, ça crée un attachement, ça crée même, chez beaucoup de nos sociétaires, de nos assurés, une véritable fierté d'être sociétaire de la Maïf, d'être assuré chez nous. Donc il n'y a pour moi pas d'opposition entre engagement et performance.
à condition simplement d'avoir une perspective temporelle un peu plus longue. C'est vrai qu'à court terme, ça peut demander un coût supplémentaire, un investissement supplémentaire, un renoncement supplémentaire, mais en revanche, à long terme, c'est, je crois, toujours payant. Et en même temps, en 2018, vous êtes passé à la triple comptabilité. Ouais. Alors d'abord, ça peut être intéressant d'expliquer ce que c'est que la triple comptabilité, et surtout, maintenant, vous avez un tout petit peu de recul, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui l'ont mis en place. Il y a peut-être des entreprises que je ne connais pas qui l'ont fait en shadow, c'est-à-dire qui ont une sorte de double comptabilité, c'est-à-dire que pour les actionnaires, ils ont toujours cette comptabilité ultra-financière et par ailleurs, ils ont une triple comptabilité. Je ne sais pas, j'espère pour eux qu'ils le font. J'en sais rien, mais en tout cas, vous avez une triple comptabilité. Peut-être expliquer ce que c'est. Et expliquer votre retour d'expérience. L'idée, c'est vraiment justement, la comptabilité traditionnelle ne mesure que les flux financiers, que ce soit en recettes ou en dépenses de l'entreprise. Là, l'idée, c'est d'intégrer l'extra-financier. Et d'essayer de quantifier cet extra-financier, c'est-à-dire notamment précisément l'impact que l'entreprise a sur son environnement de manière positive ou de manière négative. Moi, je crois beaucoup, alors peut-être sans aller, en tout cas dans l'immédiat, jusqu'à cette triple comptabilité, moi je crois beaucoup en tout cas à la nécessité d'une mesure beaucoup plus fine qu'elle n'existe aujourd'hui de l'extra-financier de l'entreprise. Il y a des textes qui ont été adoptés récemment, qui vont dans ce sens-là. Il y a notamment une directive européenne, CSRD, peu importe son nom, qui obligera demain les entreprises d'une certaine taille à avoir cette information extra-financière extrêmement détaillée. Et c'est important pourquoi ? Parce que à partir du moment où on aura une information extra-financière aussi objective que l'information financière, c'est-à-dire avec des normes qui s'imposent à tout le monde, avec une comparabilité des informations entre les entreprises, entre elles, avec une auditabilité. On pourra aller vérifier la véracité des informations qui figurent. On aura une base de données extrêmement riche et solide et fiable qui pourra permettre de construire des choses comme des impact scores. Comme aujourd'hui on a des Nutri-Score par exemple, et donc un classement des entreprises secteur par secteur en fonction de leur impact plus ou moins négatif ou plus ou moins positif sur leur environnement. Et évidemment, une fois qu'on aura cet impact score public, derrière, ça peut modifier énormément de choses. Ça peut modifier le comportement des consommateurs, qui pourra choisir de consommer en fonction de la réalité de l'impact de telle ou telle entreprise. Ça peut modifier le comportement des salariés ou des candidats, recherchant une entreprise. Et puis, ça peut également modifier les politiques publiques. Demain, lorsque on aura de manière très fiable cette espèce de classement des entreprises en fonction de leur impact, ça peut changer énormément de choses. On imagine bien que il faudra arrêter d'évidence, par exemple, de verser des aides publiques à des entreprises qui ont un mauvais classement. Ne pas retenir dans les marchés publics des entreprises qui ont un mauvais classement. Et pourquoi pas moduler la fiscalité en fonction du niveau, du score que les entreprises obtiennent. Et en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, on reste dans une logique de performance, mais qui est une performance qui est différente. Une performance qui est beaucoup plus riche. C'est ça. D'ailleurs, pour ce qui concerne la Maïf, on a une mesure de la performance qui est beaucoup plus riche que la simple performance financière. On intègre dans la représentation de la performance de l'entreprise à la fois des sujets autour de l'épanouissement des collaborateurs, la mesure de la satisfaction des clients, et puis la mesure de l'impact de l'entreprise sur le vaste monde. Et puis, par ailleurs, quatrièmement, la performance économique classique de l'entreprise. Mais c'est bien la combinaison de ces 4 familles de critères, au fond, qui donne l'image la plus complète de la performance de l'entreprise. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que finalement, on sort de ce débat croissance-décroissance pour entrer dans une autre forme de débat, qui n'est pas une logique de décroissance, mais qui est juste une... en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la croissance, en fait. C'est-à-dire que c'est une croissance, oui,
mais je ne sais pas si c'est une croissance vertueuse, mais en tout cas, je ne sais pas si ça existe, la croissance verte. Pour le coup, je ne suis pas un grand fanatique de la croissance verte, mais au moins une croissance dans laquelle si les indicateurs finalement de cette croissance ne sont pas juste financiers, mais prennent en considération effectivement le bien-être, les impacts sur la planète, qu'on devient une entreprise régénérative, on peut continuer à croître de manière régénérative finalement. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, je pense qu'il y a deux sujets sur cette question de la croissance. Il y a, et je suis complètement d'accord avec vous, la manière dont vous l'abordez, c'est-à-dire en effet une forme de croissance plus vertueuse, et j'aime bien le terme une croissance régénérative, c'est-à-dire une croissance contributive finalement, une croissance qui ne détruit pas, mais qui au contraire va permettre d'améliorer les choses. Et dans l'action que l'on mène notamment sur le sujet du climat, il y a bien la prévention, il y a bien la réparation et il y a bien la régénération. Il y a les trois aspects, et on va jusqu'à la régénération. Donc oui, il y a d'abord cette dimension, j'allais dire qualitative de la croissance. Et puis pour moi, dans cette question de croissance, décroissance, etc., il y a vraiment une posture de... j'allais presque dire une posture, on dirait aujourd'hui une posture de sobriété. Et cette tempérance, cette sobriété, c'est pas seulement dans la consommation de l'énergie, dans la consommation des matières premières, mais c'est dans la manière dont se comporte l'entreprise. Par exemple, moi je crois beaucoup à une forme de sobriété, une forme de modération dans la démarche commerciale, par exemple. La croissance, ça peut être une croissance reposant sur une démarche commerciale agressive, c'est-à-dire essayant de vendre à tout prix un bien ou un service à quelqu'un qui en réalité n'en a pas besoin. Et c'est ça les excès de la croissance. C'est la fast fashion dans le textile, c'est dans notre domaine l'assurance, le fait d'aller vendre des contrats d'assurance qui ne correspondent pas en réalité à un besoin de la personne à qui on les vend. Si on adopte une posture radicalement différente, c'est précisément ce que l'on essaye de faire à la Maïf, d'être dans une posture dans laquelle finalement les conseillers, les commerciaux de l'entreprise vont conseiller le client ou le futur client dans le sens de ses intérêts et non pas des intérêts de l'entreprise. Ça conduit à des comportements assez bizarres d'ailleurs, où un téléconseiller de la Maïf, par exemple, peut vous appeler en vous disant écoutez, j'ai fait un bilan sur votre portefeuille, sur votre portefeuille de contrat, et je me suis rendu compte que vous aviez toujours votre contrat, la situation de votre famille a évolué, plus rien ne justifie que vous l'ayez, vous devriez le résilier, c'est pas la peine de payer pour rien. Ou un conseiller au guichet peut vous dire, moi ça m'était arrivé, avant que je ne rentre à la Maïf, peut vous dire, écoutez, non, ne prenez pas ce contrat d'assurance pour votre voiture, compte tenu de son âge, prenez celui-ci, ce sera largement suffisant, vous serez aussi bien couvert et il vous coûtera moins cher. Donc évidemment, on est dans une forme de renoncement, de chiffre d'affaires. Mais avec, en réalité, et c'est toujours pareil, c'est la question d'horizon de temps et c'est la question du long terme, avec en réalité forcément un niveau de satisfaction beaucoup plus élevé des sociétaires, des assurés, et finalement, in fine, une fidélité beaucoup plus grande. Donc je pense qu'il y a le sujet, en effet, de la croissance vertueuse, et puis il y a le sujet de apprenons, et ça vaut pour les individus en tant que consommateurs comme pour les entreprises dans leur comportement, dans leur agressivité, apprenons une forme de modération et de tempérance. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a une crise de confiance auprès de toutes les institutions politiques, médiatiques et des entreprises. Et ce que vous dites, c'est en fait, on est quand même un peu, en tout cas, chaque entité est assez responsable de cette crise de confiance. Et c'est vrai que si on avait des relations de ce type-là, on aurait, par définition, un peu plus confiance. Complètement, des relations effectivement plus mesurées, moins dans la recherche systématique de son intérêt immédiat, et puis des relations à la fois plus transparentes, et qui ne déçoivent pas. C'est-à-dire qu'en effet, que l'on tienne les promesses que l'on a prises et que l'on se comporte de manière conforme aux engagements ou aux déclarations que l'on a faites.
Et du coup, j'ai une question qui est personnelle, Ouais. mais qui me semble importante néanmoins. Dans tout votre discours, il y a quand même un rapport au pouvoir qui est différent de ce qu'on peut observer chez d'autres patrons. Et du coup, je me posais la question, c'est quoi votre rapport au pouvoir ? Je crois qu'il a beaucoup évolué. Mhm. J'y vois plutôt un signe de maturité. C'est plutôt bien. Pour ne pas dire de vieillissement. Je crois qu'il a beaucoup évolué. Enfin, voilà, j'ai été comme beaucoup dans un rapport au pouvoir qui était finalement relativement tourné vers moi-même, et donc un rapport vers les sujets à la fois d'accession ou d'exercice du pouvoir. J'ai aujourd'hui une vision beaucoup plus, à la fois beaucoup plus collective, beaucoup plus partagée dans les modalités d'exercice du pouvoir, et surtout un rapport au pouvoir beaucoup plus tourné vers, comment dirais-je, ce que l'on fait de ce pouvoir, vers son résultat, vers qu'est-ce que, à la place que j'occupe, où je suis, qu'est-ce que je peux faire qui contribue. Donc c'est beaucoup plus un rapport de contribution qu'un rapport d'exercice à proprement parler de ce pouvoir. Et du coup, ça change complètement votre notion de la réussite, parce que dans la société, la réussite, c'est effectivement l'accumulation, enfin, de biens, de pouvoir, d'argent, de célébrité, enfin peu importe. Mais c'est beaucoup de l'accumulation. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement votre rapport au succès, il a bougé aussi finalement, en même temps. Complètement. Et je crois, j'espère, et je pense que le temps passant, j'évolue de plus en plus vers ça, beaucoup plus vers le sujet de la contribution que de l'accumulation. Et ça paraît simple comme ça, et en même temps, pour moi, c'est des sujets qui sont majeurs, parce que c'est de ça dont on a besoin, enfin, au niveau de chacun, en fait, finalement, mais principalement, parce que, encore une fois, moi, je crois beaucoup au rôle des entreprises, au niveau des patrons d'entreprise et des collaborateurs. Oui, et c'est vrai sûrement au niveau des politiques aussi, d'ailleurs. Oui, on peut se le dire aussi. On en est loin, là. Mais surtout, enfin, ce qui est fou, ça paraît, comme vous le dites, ça paraît simple exprimé comme ça paraît relativement évident. Et en plus, c'est infiniment plus nourrissant et plus épanouissant. On s'épanouit dans la contribution, on s'épanouit dans ce que l'on peut apporter. On ne s'épanouit pas dans la recherche égocentrée d'une accumulation, en effet, de pouvoir, de richesse, de succès ou que sais-je. Ouais, je pense qu'il y a des grands patrons à qui il faudrait tenir ce discours. J'en ai quelques-uns en tête comme ça. Comment on se fait opérationnellement pour embarquer ces équipes dans cette logique qui a peut-être, je ne sais pas d'ailleurs, une implication sur leur salaire à court terme, qui ont une réalité aussi financière à leur niveau, bien sûr. Oui, il y a une réalité financière à leur niveau, à plusieurs titres. Par exemple, je vous parlais de la politique commerciale de la Maïf, de ses particularités, du conseil dans l'intérêt de l'assuré plutôt que de l'entreprise. Derrière, évidemment, il faut qu'il y ait une cohérence avec la politique salariale. Et donc, on a supprimé, par exemple, toute idée de commission, de bonus, d'intéressement pour les équipes commerciales en fonction du nombre de contrats qu'un commercial va vendre. Donc, voilà, les commerciaux ont un salaire fixe et pas de bonus ou de commissions supplémentaires pour pas les mettre dans une position dans laquelle ils deviendraient totalement schizophrènes. Donc, bien sûr, ça a des conséquences. On parlait des 4 critères finalement pour avoir une vision globale de la performance, l'épanouissement des salariés, la satisfaction des clients, l'impact sur la société et puis la performance de l'entreprise. Ces 4 critères sont les critères qui fondent l'accord d'intéressement, par exemple. Et c'est au vu de l'ensemble de ces critères que l'on va définir l'enveloppe d'intéressement qui va être distribuée, de manière d'ailleurs totalement égalitaire entre l'ensemble des salariés. De la même façon, d'ailleurs, ce sont ces 4 familles de critères qui servent au calcul d'une partie de ma propre rémunération ou de celle des membres de mon équipe. Donc oui, bien sûr, ça a un impact concret.
Après, pour revenir à la première partie de votre question, comment on embarque, comment on embarque les équipes. Moi, je pense qu'on les embarque de deux manières, complémentaires, cumulatives. Pour moi, il y a un sujet de reconnaissance et il y a un sujet de motivation. Mais d'abord, il doit y avoir de la reconnaissance. Et de la reconnaissance, pas seulement, en tout cas, de la reconnaissance au sens matériel du terme, mais reconnaître l'autre, c'est d'abord le considérer, c'est l'écouter, c'est être attentif à lui, c'est être, d'une certaine manière, préoccupé par lui, par la manière dont il se sent, etc. C'est vraiment, oui, en tenir compte, le considérer. Et ça, d'abord, je ne sais pas si ça se passe toujours dans les entreprises, sans doute pas suffisamment, et c'est quand même le socle de toute relation humaine et de tout épanouissement pour l'individu. Si je ne suis pas reconnu par l'autre, comment je peux m'épanouir ? Enfin, je n'existe même pas si je ne suis pas reconnu par l'autre. Donc il y a d'abord ce sujet-là, et puis ensuite il y a un sujet plus exigeant encore, qui est le sujet et assez subtil, assez comment dirais-je, complexe, qui est le sujet de la motivation. Qu'est-ce qui fait que je vais réussir ou pas à vous motiver, à vous donner envie ? C'est ça la motivation, c'est vraiment donner envie. Alors évidemment, on peut utiliser des choses traditionnelles, l'autorité. Je vous donne un ordre, si vous l'exécutez bien, je vous récompense, si vous l'exécutez mal, je vous sanctionne. Sûrement que ça fonctionne un peu, mais c'est quand même pas extrêmement riche comme relation, et je pense qu'on va pas très loin en faisant ça. Donc toute la question est comment, au-delà de cette relation d'autorité, en dépassant cette relation d'autorité, on trouve les moyens de motiver, de donner envie. Et motiver, donner envie, ça passe par cette reconnaissance, ça passe aussi par le sens que l'on donne à la mission, par le fait d'être capable de montrer à chacun des, on est 9000 salariés chez nous, chacun des 9000 salariés, quelle est sa part, quelle est sa contribution à finalement une œuvre collective en quelque sorte qui elle-même est motivante parce qu'elle a un impact positif. Et comment, dans mon métier, dans mon quotidien, j'ai conscience que je vais rendre service à des personnes, que je vais contribuer à une forme de bien commun, etc. Donc il y a vraiment cette question du sens. Et puis, il ne faut pas le négliger, il y a les questions de la manière dont on me permet d'exercer mon métier. Est-ce que j'ai en permanence quelqu'un qui regarde au-dessus de mon épaule et est-ce que je dois en permanence demander l'autorisation pour ceci ou pour cela ? Est-ce que je ne suis là que pour appliquer des process qui ont été décidés par d'autres ? Ou est-ce que je suis là pour... finalement, est-ce que je ressens que l'on me fait confiance pour trouver les solutions les plus intelligentes à une situation donnée ? Et ça se traduit de manière extrêmement concrète. Chez nous, par exemple, un gestionnaire de sinistre, c'est le cœur de notre activité. Un gestionnaire de sinistre, on va lui dire, écoute, c'est toi qui es le mieux placé. C'est toi qui es le mieux placé pour juger d'abord du temps qu'il faut que tu consacres à la relation avec l'assuré lorsqu'il vient déclarer un sinistre ou lorsque tu es en contact avec lui, parce que, au fond, c'est toi qui ressens le mieux, le besoin de cette personne. Peut-être que cette personne est dans une situation émotionnelle extrêmement forte, et qu'elle a besoin d'écoute, qu'elle a besoin de temps, tout simplement. Ou peut-être au contraire qu'on est sur simplement un échange d'informations relativement technique et que ça peut être réglé assez rapidement. Et puis c'est toi, gestionnaire, qui finalement est le mieux placé pour... savoir quel est le niveau de confiance qu'on peut attribuer aux sociétaires, savoir si on doit être un peu exigeant sur les pièces justificatives, si on peut être un petit peu moins regardant, si éventuellement on est dans une situation dans laquelle les garanties s'appliquent mal, mais on peut peut-être malgré tout faire un geste, etc. Et évidemment, ça enrichit infiniment le métier par rapport à l'application stricte d'un processus défini par ailleurs.
ça fait très penser à ce que la philosophe Cynthia Fleury dit sur le soin, en fait. Oui. Où elle dit, en fait, enfin, le soin, il y a des notions, en fait, parce que les entreprises ont vraiment beaucoup de mal. On parle du big quit, etc., à garder leurs salariés, à attirer des talents. Et donc, elles y vont des baby-foot, de la cantine gratuite, du cours de yoga, etc., etc. Et puis finalement, ce que Cynthia Fleury défend, c'est plutôt cette idée de redonner de l'autonomie aux salariés. Et c'est de cette manière qu'on prend soin des personnes. C'est pas en leur donnant des choses qu'on a décidées soi-même, alors qu'en fait, ça se trouve, ils s'y intéressent pas du tout, ce qui est très possible, mais plutôt en leur redonnant de l'autonomie et en leur reconnaissant dans leur métier. Donc c'est vraiment ça que vous mettez en place, finalement. Alors moi, j'aime beaucoup cette référence à Cynthia Fleury. J'aime beaucoup les travaux de Cynthia Fleury. Je trouve ça je les trouve vraiment remarquables. Et on est complètement là-dedans. Prendre soin, pour moi, c'est vraiment quelque chose. On a défini dans notre raison d'être. Elle tourne autour du terme attention sincère. Attention sincère accordée à l'autre et attention sincère portée à la planète. Et on est bien, s'agissant de l'autre, qu'il soit, peu importe quel est cet autre, mais notamment bien sûr et en premier lieu le salarié de l'entreprise, dans l'attention sincère, on est bien dans le prendre soin. Ça veut dire, si je suis attentif et si je le suis sincèrement, ça veut dire que, oui, je me préoccupe de la manière dont l'autre est épanoui ou moins, vit finalement son travail, et je vais en effet prendre les mesures, prendre soin de lui pour qu'il se sente bien. Et en même temps, je pense aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et ils doivent se dire, oui, mais comment je fais pour optimiser, comment j'évite les erreurs? Si je permets aux gens de prendre des décisions par eux-mêmes, j'optimise moins, je performe moins, et donc à la fin, je perds de l'argent. Il y a aussi cette logique. Alors, là aussi, je crois que c'est tout le contraire en réalité. Qu'est-ce que vous obtenez lorsque vous faites ça? Lorsque finalement, alors ça peut heurter ou surprendre en tout cas, mais finalement, moi ce que je demande aux managers de l'entreprise, c'est de se dire, au fond, votre préoccupation première, ça doit être l'épanouissement de vos collaborateurs. Ne vous occupez pas d'abord de questions de performance, de productivité, d'engagement, etc. Préoccupez-vous de l'épanouissement de vos collaborateurs. Faites en sorte que chacun se sente épanoui dans son travail. Qu'est-ce que l'on obtient comme résultat quand on fait ça? On obtient d'abord, effectivement, un véritable épanouissement parce qu'on met en place ce qui est nécessaire pour que les gens se sentent bien. Mais on obtient aussi un engagement extrêmement fort des collaborateurs. Parce que la motivation est là, parce que l'envie est là, parce qu'on donne les moyens de bien réaliser son job. Lorsque je vous parle d'un gestionnaire de sinistre à qui on donne des marges de manœuvre pour à la fois consacrer plus de temps, aller éventuellement au-delà des garanties, etc. Évidemment que la satisfaction des assurés derrière, elle est infiniment plus grande. Donc on fait mieux le job quand on dispose de ces marges de manœuvre, quand on évolue dans ce cadre de travail. Donc ça ne va pas du tout à l'encontre de la performance. Au contraire, là aussi, ça nourrit la performance parce que ça nourrit la motivation, parce que ça nourrit l'engagement. Et par ailleurs, moi j'ai une conviction, j'allais presque dire une certitude, il faut éviter d'avoir des certitudes, mais quand même, qui est aussi le fruit de mon expérience, qui est que l'exigence est totalement nécessaire à l'épanouissement. On ne s'épanouit pas dans une forme de relâchement ou d'absence d'exigence. On s'épanouit parce qu'on est d'abord avec soi-même, qu'on a un niveau d'exigence suffisant. Et évidemment, l'entreprise est là pour aider chacun, finalement, à exprimer ce niveau d'exigence et fixer un cadre qui permet de s'exprimer. Et opérationnellement, comment ça se passe? Vous faites Alors maintenant, il y a pas mal de 360 qui se font pour les salariés. Est-ce que c'est cette méthode-là? Comment vous faites opérationnellement pour s'assurer de cette exigence? Alors ça fait partie effectivement des outils managériaux, j'allais dire, de la panoplie. Aussi bien d'ailleurs dans la fixation des objectifs qui
qui est pas simplement décrété de manière verticale et descendante, dans en effet l'évaluation en 360, d'une manière générale, dans les échanges que l'on peut avoir de manière extrêmement forte et fréquente. Également dans les outils que l'on va mettre en place pour essayer de mesurer cet épanouissement des collaborateurs. Et donc il y a des enquêtes extrêmement régulières, et on suit l'évolution des résultats, à la fois au global. Ça donne une idée du climat, au fond, dans l'entreprise. Et puis, bien sûr, de manière déclinée, ce qui permet de voir que, à tel endroit, tiens, il y a une petite inquiétude, il y a quelque chose, et on va regarder, voir ce qui se passe. Donc, c'est du NPS ? C'est aussi du INPS. D'accord, c'est tout à fait. D'accord. Tout à fait, ça fait partie. Que vous faites à quelle fréquence ? Pardon, je pose des questions très pratiques, mais... Ouais. Alors le INPS, on le fait plutôt là pour le coup de manière annuelle. C'est quand même un petit peu plus lourd. En revanche, il y a une enquête trimestrielle avec une liste de questions suffisamment stable dans le temps pour pouvoir mesurer les évolutions, les tendances. Et vous parliez tout à l'heure de descendants. On parle beaucoup des organisations, on est en train de déconstruire un petit peu cette idée d'organisation pyramidale. En même temps, on sait bien que l'organisation horizontale ne marche pas très bien non plus. Vous, c'est quoi votre vision là-dessus ? Alors, moi, je crois beaucoup à la juxtaposition dans l'entreprise, à la juxtaposition d'une organisation horizontale et en même temps une existence de verticalité. Horizontale, on l'a dit, je crois qu'on n'est plus sur une relation autoritaire. Dans le fonctionnement de l'entreprise, on est beaucoup plus quand même sur une relation de coopération, de co-construction, etc. Même si à la fin du jour, il reste une hiérarchie, mais on est quand même beaucoup plus sur des échanges très horizontaux, y compris dans la forme, y compris formellement, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Et en même temps, je crois qu'il y a besoin d'une verticalité, y compris d'une verticalité pour porter une vision, pour définir, j'allais presque dire un récit d'entreprise, sur le rôle de l'entreprise dans la cité, on en a parlé, sur le management en interne, sur la culture de l'entreprise, la manière dont on voit, dont on projette le fonctionnement de cette communauté, parce que c'est quand même d'abord une communauté humaine. Je pense qu'il y a besoin de cette verticalité pour, définir un cap et que tout le monde se retrouve au fond dans ce récit et dans cette projection. Et un autre sujet qui apparaît en ce moment depuis un petit moment et dans certaines entreprises aussi, c'est la transparence. Ouais. C'est quoi la place de la transparence dans votre entreprise aujourd'hui ? Pour moi, c'est un sujet essentiel. Enfin, ça rejoint la question que l'on évoquait tout à l'heure de la confiance. Il peut difficilement y avoir de confiance sans transparence. Or, pour moi, toutes les relations humaines à l'intérieur de l'entreprise reposent très largement sur cette question de la confiance. Donc la transparence a un rôle complètement essentiel. D'accord. Une dernière question. J'imagine que, j'en sais rien, mais je suppose que vous connaissez pas mal d'autres patrons, parce que finalement c'est des cercles, c'est des bulles. Voilà. C'est quoi les premiers conseils que vous nous donnez, si jamais vous en donnez, mais j'imagine que vous avez des discussions nécessairement, à des personnes qui ont envie de faire ce changement mais qui n'y arrivent pas ou qui se sentent bloquées pour X ou Y raison? Pour vous, c'est quoi la première étape finalement? Par où on commence? Pour moi, la première étape, c'est précisément l'interne et le management. Je crois qu'on peut difficilement orienter l'entreprise vers la recherche d'un impact, comme on le définissait au début de notre échange, surtout dans le
cœur de son activité si on n'arrive pas à créer une dynamique au sein du corps social de l'entreprise. Hein, et si on n'arrive pas à orienter finalement ce corps social vers cette recherche d'impact. Il faut d'abord convaincre en interne, il faut d'abord créer ce mouvement, créer cette envie, créer cette dynamique. Donc pour moi, il y a d'abord une priorité en quelque sorte chronologique à traiter de la culture interne, s'interroger sur cette culture, s'interroger sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, qu'est-ce que ce mode de fonctionnement génère dans les comportements individuels, dans la culture collective. Est-ce que ça correspond à ce que l'on souhaite et est-ce que ça correspond à ce que l'on recherche précisément en termes d'impact. Et en même temps, la culture d'une entreprise, c'est tellement difficile à changer. Enfin, quand on voit, c'est très ancré. Hein. Il faut du temps, c'est effectivement très ancré, je suis d'accord avec vous. Il faut surtout énormément de cohérence. La moindre incohérence on parlait de la politique de rémunération tout à l'heure, mais on pourrait parler de l'ensemble des politiques de l'entreprise. En fait, il faut que tout ce que fait l'entreprise soit complètement aligné sur ce que l'on recherche en termes de culture et de comportement. La moindre incohérence va être immédiatement mise en exergue et utilisée pour dire on voit bien cette volonté de changer de culture. En réalité, c'est pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve, c'est que, etc. Donc il faut vraiment cette cohérence. Et puis ensuite, vous avez raison, il faut du temps. Il faut y travailler. On dit souvent que les gens ont un très bon bullshit détecteur maintenant. Bien sûr. Ils voient quand c'est pas cohérent. Bien sûr. Cohérence et volontarisme, je crois qu'il faut, pour changer une culture, pour changer des comportements, il faut vraiment que l'ensemble des salariés dans l'entreprise sentent que c'est tout simplement une volonté et que l'on dira jusqu'au bout. Que c'est pas simplement une mode, que c'est pas quelque chose qui, dans 2 ans, dans 3 ans, va disparaître, mais que oui, il y a bien une permanence dans cette vision, que c'est une vision de long terme, et que de toute façon, on va le faire. Hein, il faut aussi ça pour amorcer la pompe du changement. Un peu de volonté. C'est ça. Parfait, merci beaucoup. C'était super. Merci Grégory, merci. Merci beaucoup à vous pour avoir regardé cet épisode. Vous pouvez vous abonner, si vous aimez l'épisode, vous pouvez le partager, n'hésitez pas. Et tous les 15 jours, donc dans 15 jours, on revient avec un nouvel épisode. À bientôt.